Bonjour, bonjour et bienvenue à ce nouveau live de No Code for Good. Donc, on est ravis de vous accueillir à cette émission où on accueille des no-codeuses et des no-codeurs engagés, ainsi que des porteuses et des porteurs de projets à impact positif, donc tous les mois, pour pouvoir vous parler de leur retour d'expérience. C'est l'objectif de cette émission. Et je me présente, je suis Angeline, Product Manager bénévole pour No Code for Good et je suis avec Quentin, qui est notre lead développeur. Et on va accueillir aujourd'hui Emmanuel. Emmanuel qui est no-codeur engagé et qui va pouvoir nous parler de sa collaboration avec la Cité de la RSE et de l'impact. Alors peut-être pour commencer, dire deux mots sur No Code for Good, pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas, coucou Xavier No Code. Donc, à No Code for Good, on est une association, on est c'est une association gérée par des bénévoles, on est 6. Et donc, on a vraiment la conviction qu'avec le No Code, eh bien, on peut aider des personnes à œuvrer pour, si je résume, un monde plus juste et plus sain. Donc, l'idée, c'est vraiment de rassembler la communauté du No Code engagé pour que ces personnes, ces no-codeuses et ces no-codeurs puissent aider des porteuses et des porteurs de projets. Donc, ça peut être un projet avec un but, par exemple, de protéger l'environnement, un objectif social ou sociétal ou solidaire. Donc, pour aider ces personnes à faire avancer leur projet avec des outils no-code, en sachant que le no-code, c'est quelque chose qui peut être extrêmement utile puisque ça peut, par exemple, permettre de créer une application ou de créer un site, mais aussi de faire tout un tas de tâches, comme par exemple, gérer ses factures ou poster sur les réseaux sociaux, ou par exemple faire sa gestion de projet. Donc tout un tas de choses que quand on a un projet à impact positif, on a besoin de faire. Et avec ces outils no-code, on peut arriver à le faire assez simplement. Et donc, sur notre plateforme, on met en relation, c'est une plateforme de mise en relation où on va mettre en relation des no-codeuses et des no-codeurs engagés, et ainsi que des personnes qui portent ces projets et donc qui peuvent venir proposer une mission. Donc, si vous avez un projet, vous pouvez venir soit pour demander conseil, par exemple, quel outil no-code est-ce que je peux utiliser pour créer une application, ou vous pouvez demander de l'aide pour réaliser votre projet, et ceci soit à titre bénévole ou alors à un tarif solidaire. Donc, merci en tout cas d'être là avec nous aujourd'hui et n'hésitez pas à poser vos questions, on vous répond tout du long. Et on va bientôt accueillir Emmanuel, mais peut-être juste avant, dire quelques mots sur l'actualité de No Code for Good, l'actualité donc de notre plateforme. Peut-être vous parler déjà de la frayeur qu'on a eue au mois d'août avec Softair, puisque toutes celles et tous ceux qui utilisent cet outil auront vu passer le fait qu'ils ont augmenté leur prix avec une tarification qui est devenue beaucoup plus chère, notamment en fonction du nombre d'utilisatrices et d'utilisateurs qu'on a. Donc, c'est vrai que nous, de notre côté, on a eu très chaud, pour être honnête, mais heureusement, ils ont quand même décidé de garder le système de legacy, c'est-à-dire que les personnes qui étaient déjà clientes peuvent garder leur plan et le tarif qui va avec. Donc, ça, c'était la petite actu Softair. Sinon, on a 2 chantiers en cours qui sont importants. Donc, un chantier qu'on vient de lancer. Et là, j'en profite pour dire, donc comme je le disais, No Code for Good, on est des bénévoles. Donc, si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas. Là, en l'occurrence, sur Softair, on a pas mal de travail à faire pour refaire notre page d'accueil. Donc, on a des petites missions et moins petites. Donc, si vous avez envie de donner un coup de main, n'hésitez pas à nous contacter. Et même par ailleurs, il y a aussi beaucoup de choses à faire au niveau de bonjour Anne-Ariel, la team No Code for Good arrive aussi. Donc, il y a aussi pas mal d'autres choses à faire qui sont même pas forcément du bonjour Sandrine du no code. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie de participer à cette aventure, à nous contacter. Et donc, ce chantier qu'on est en train de lancer, qui est la refonte de notre page d'accueil, est notre deuxième gros chantier dont on avait commencé à vous parler le mois dernier, qui est l'onboarding. Alors, pour vous expliquer un peu, donc comme je l'ai dit, nous, on est sur Softair et jusqu'ici, on avait un processus d'onboarding un peu compliqué avec plusieurs étapes.
puisqu'en fait, les no-codeuses, no-codeurs ou porteuses de projets ou porteurs de projets devaient s'inscrire sur Softair, mais aussi, elles devaient ensuite s'identifier comme no-codeuses, no-codeurs ou porteuses de projets, porteurs de projets, si elles voulaient proposer une mission. Et donc ça passait via un formulaire qu'on importait de Airtable. Et tout ça pour vous dire que c'était un processus un peu compliqué. Et très honnêtement, on perdait du monde en route. Donc, avec Quentin, on a travaillé sur un nouveau processus d'onboarding qui va permettre de tout faire en une étape. Et donc là, on est en train de finaliser ça. Du coup, on a un petit mea culpa à faire parce qu'on a eu un petit couac. Alors, Emmanuel, il nous dira si lui, ça lui arrive avec ses automatisations, mais nous, on a une automatisation qui a un peu vécu sa vie toute seule, si je puis dire. Et donc, il y a des personnes qui ont reçu un message qui n'était pas vraiment prévu. Bon, au final, c'était bien parce que tout le monde ne s'en est pas rendu compte. Donc, on a eu plein de nouvelles de plein de personnes qui nous ont dit où est-ce qu'elles en étaient avec leur collaboration. Donc, en même temps, on a gagné du temps sur un futur chantier qui nous attend. Mais donc, cet onboarding, on en arrive à bout et ça va être vraiment chouette parce que du coup, et alors je le rappelle, ça va se faire en une étape. Mais je le rappelle simplement pour les personnes qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas forcément No Code for Good, quand vous nous rejoignez, quand vous créez votre compte, vous allez le faire et ensuite, il y a un petit temps de maximum une semaine. Parfois, ça se fait dans la journée, mais maximum une semaine avant que votre inscription soit validée, tout simplement parce qu'on prend quand même ce temps de regarder les missions qui nous sont proposées, les profils des no-codeuses et des no-codeurs qui nous rejoignent. Et c'est ce qui permet aussi de garantir la qualité des profils et des missions sur la plateforme. Donc, maximum une semaine. Et après, vous recevrez notre super mail d'onboarding avec « Bonjour Pierre », avec toutes les infos dont vous avez besoin pour pouvoir faire ce que vous êtes venu faire sur la plateforme, à savoir soit trouver une mission qui vous intéresse sur un sujet qui vous tient à cœur si vous êtes no-codeuse ou no-codeur, ou bien si vous avez un projet, et ça, c'est vraiment quelque chose dont on est toujours ravis, un projet qui permet d'avoir un impact positif, eh bien, vous pourrez proposer une mission. Donc, ça, c'était pour notre actu. Du coup, je vais peut-être passer la main à Quentin qui va pouvoir parler d'une petite amélioration qu'on vient de finaliser et qui va concerner notamment les porteuses et porteurs de projets en leur permettant d'avoir la main sur la visibilité de leur mission sur notre site. Donc, Quentin, c'est à toi. Ok. Alors déjà, bonjour tout le monde. Jack. Alors l'amélioration qu'on a fait il n'y a pas longtemps, elle est pas que pour les projets, mais elle est aussi pour les no-codeurs, puisque déjà maintenant, depuis votre profil, vous avez accès à votre fiche de no-codeur si vous vous êtes inscrit, que vous avez un profil, et à votre fiche de projet si vous êtes un projet. Vous avez la possibilité de le modifier avec un petit formulaire qui n'est pas encore très beau, mais on est encore dessus pour l'améliorer. Je ne sais pas pourquoi il ne s'affiche pas. Voilà. Petit changement du coup, ces petits boutons publier, dépublier qui permet de changer la visibilité du projet et du profil de nos codeurs. Donc si jamais j'ai plus envie de prendre de mission en tant que no codeur pour l'instant, j'ai envie de faire une pause, je le dépublie. Et si j'ai envie que mon profil soit visible à nouveau, j'ai un bouton pour le republier. Ça prend toujours un peu de temps sur la modification, mais on a le petit message dès que c'est bon. Et ensuite, si jamais j'ai plus envie, je le dépublie. Nouvelle nouveauté aussi, maintenant, nos projets ont des titres. C'est un peu bizarre à dire comme ça parce que c'est logique qu'ils en aient un. Mais maintenant, il y a la possibilité aux porteurs de projets, il y a un champ un peu en bas qui s'appelle titre de l'annonce, qui leur permet de mettre un titre. Et si par exemple, j'avais envie d'enlever le titre parce que j'ai pas d'idée quand j'en crée ou que je sais pas, j'ai pas envie d'en mettre un, il y a un titre par défaut qui se génère. Et en gros, c'est le format de la mission pour la structure en rapport avec la cause de la mission, par défaut. Mais sinon, donc plus facile maintenant de s'y retrouver niveau projet pour les titres. Donc ici, on va juste remettre le titre. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a pour l'instant. On continue d'avancer sur l'onboarding. Donc Angeline nous disait que l'onboarding va aller se faire en une étape. Pour l'instant, il est en 3 étapes. Je m'inscris, je crée mon profil user.
Une fois que c'est terminé, je choisis si je suis un no-codeur ou si je suis un porteur de projet. Et enfin, je remplis le deuxième formulaire qui est mon profil de no-codeur ou mon projet, qu'est-ce que c'est. Et voilà, tout ce qu'il y a à dire pour l'instant sur No Code for Good ce mois-ci. Super, donc on en a fini avec les nouveautés, les nouvelles et les anciennes, effectivement. Et on va pouvoir rentrer dans le cœur de notre sujet en accueillant Emmanuel. Donc Emmanuel qui est un no-codeur engagé et qui va pouvoir nous parler de sa collaboration avec la Cité de la RSE et de l'impact. Quentin, donc est-ce qu'on peut faire monter Emmanuel sur scène? Coucou, bonjour Emmanuel. Ok. Est-ce que avec vous le son. m'entendez, vous me voyez, ça va? On t'entend, ouais. Absolument, on t'entend. Oh là là, je vois les habitués du chat, c'est très très cool. Quel honneur d'être sur cette scène avec vous au nom de No Code for Good, c'est très très cool. Eh ben merci, franchement, on est vraiment ravis de pouvoir t'accueillir aujourd'hui. C'est vrai que c'était pas forcément évident au mois d'août de trouver du monde, et donc vraiment merci beaucoup d'avoir répondu à notre appel, et c'est super parce qu'on va pouvoir parler de ce projet très intéressant sur lequel tu travailles. Donc peut-être juste avant de rentrer dans le dur, et je sais que tu nous as préparé une démo, donc merci pour ça aussi, parce que ça va être vraiment super. On voudrait d'abord parler un peu de toi. Et moi, j'ai pas mal de questions à te poser, mais peut-être d'abord te laisser toi te présenter. Si tu peux nous dire ce que tu fais, nous parler un peu de ta stack, nous dire 2 mots peut-être sur ta chaîne YouTube Joyeux No Code, et Oui. peut-être 2 mots sur le petit dernier, le petit bébé Good News. Waouh, ok. Ouais, parfait, bien vu, très bien vu. Très très bien introduit. Pour me présenter, bonjour, je m'appelle Emmanuel Gutmann. Je fais du no-code depuis à peu près 4 ans, avec un gros début sur Notion qui m'a vraiment retourné le cerveau. Moi, de base, je venais pas du tout du no-code, pas du tout du monde informatique. Je venais de la communication et je voulais mieux organiser mes posts et mon travail. Et voilà, et je découvre Notion et ça me fait rentrer dans le no-code et je vois qu'il y a plein de choses qu'on peut simplifier, automatiser. Donc, je découvre Notion, puis Airtable, puis Make. Et donc, j'agrandis ma stack. Je pense qu'aujourd'hui, ma stack de cœur, finalement, c'est vraiment Glide, et parfois couplé à des outils comme Make, comme principalement Make. Et je trouve qu'avec Glide, en fait, ils se sont tellement améliorés avec le temps que j'ai vraiment très bien compris ce qu'était le no-code et ce qu'étaient les bases de données et l'interface et les connexions et tout, grâce à Glide. Voilà. Et qu'est-ce que j'oublie? J'ai ma propre marque, ma propre mon propre studio de no-code qui s'appelle Joyeux No-Code. Mon objectif, c'est vraiment de rester pédagogique et de rester joyeux. Et j'ai vraiment à cœur de montrer que développer des outils numériques, ça peut être très enthousiasmant. Résoudre des problèmes, c'est vraiment très sympathique. On peut vraiment le faire avec le sourire, et aussi que c'est accessible, que je viens pas du tout du dev et pourtant je pense que je commence vraiment à toucher des sujets techniques. Là, j'étais dans la documentation de Supabase, est-ce que je vais aller dans un truc aussi technique? Voilà, tout ça pour dire qu'il y a des choses vraiment chouettes à faire. On parlera peut-être dans un instant de la Cité de la RSE, mais effectivement, moi, c'est important pour moi, dans le no-code ou ailleurs, d'avoir un impact positif sur le monde, de passer de la positivité, de passer des messages positifs, d'être engagé dans ce que je fais. Et je pense que c'est aussi de là que vient du coup ce fameux projet Good News dont je parle doucement. En fait, Good News est né il y a un certain temps, quand je commençais à être assez anxieux et que je voulais voir de la positivité au-delà de ce que se racontent les amis les uns avec les autres. C'est d'ouvrir des cercles de discussion. Et récemment, au moment des élections législatives, là en juin, on ne voyait que des informations très inquiétantes pour moi personnellement. Je prenais ça très à cœur. Je me disais, OK, je rentrais dans des scénarios de paranoïa pure. Et je me suis dit, faisons un tout petit peu la différence. J'ai créé une sorte de robot qui va chercher qui va lire plein de news, plein d'actualités dans les médias, certains traditionnels et d'autres plus axés vers des news positives. Ensuite, ChatGPT garde seulement les news qui ne sont pas inquiétantes et ça fait un édito tous les matins pour voir vraiment ce qui se passe tous les jours de positif dans le monde.
Voilà. Et je sais que j'ai eu 10-15 personnes qui m'ont dit « Ah, c'est super, je le lis ça tous les matins, ça me fait beaucoup de bien. » Donc, Voilà, c'est une autre illustration de l'impact positif. Voilà. Et merci pour comment dire, me l'avoir offert sur un plateau. Effectivement, j'ai lancé depuis quelques mois maintenant une chaîne YouTube qui s'appelle Joyeux No Code. Et le but, c'est un peu de rendre ce que j'ai reçu du no code et de la communauté en des vidéos ludiques assez courtes dans lesquelles je montre, en prenant le temps, comment est-ce que je construis tel ou tel outil, comment est-ce que je fais telle ou telle fonctionnalité. Et typiquement, montrer comment est-ce que j'ai construit Good News avec Make et ChatGPT et autres. C'est typiquement ce genre de vidéo que je montre pour vraiment pour rendre au no-code à la communauté ce que moi j'ai reçu dans le Slack no-code France. Carrément, carrément. Donc, on vous recommande vraiment d'aller sur cette chaîne pour notamment des tutos sur Notion, des tutos sur Glide aussi. Alors, peut-être nous dire 2 mots, Emmanuel, sur Notion, parce que justement, quand on te lit sur LinkedIn, je crois qu'on peut dire que tu es amoureux de Notion. Je pense que tu nous contrediras pas là-dessus. Et donc, est-ce que tu veux nous dire un peu quand est-ce que tu as découvert Notion? Comment est-ce que tu t'es formé? Ça, c'est intéressant aussi parce qu'on s'adresse ici, bien sûr, à notre communauté du no-code, mais aussi à des personnes qui arrivent au no-code parce qu'elles ont besoin de l'utiliser. Et donc, Notion, c'est typiquement un outil que tout le monde peut utiliser pour faire plein de choses. Donc, comment est-ce que tu t'es formé? Et puis, aussi, tu es, je crois, ambassadeur Notion. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire? Oui, bien sûr. Alors, en fait, je pense que comment est-ce que je suis arrivé à Notion, si je sais? Moi, grand consommateur de YouTube depuis toujours, depuis que YouTube est, je voyais de plus en plus de recommandations des vidéos de Shubham Sharma, qui, je pense, n'a pas de secret pour grand monde ici, en tous les cas, quelqu'un qui est très reconnu dans la communauté, dans le Notion, etc. Et bon, je veux pas, je sais pas, je me dis, mais ça m'intéresse pas, j'ai pas regardé. Et puis, je rentre dans la spirale tout d'un coup un jour en 2020. Et voilà, il explique ce que c'est que Notion, alors je vais regarder, et voilà. Et pendant toute une semaine, j'essaye de faire quelque chose, mais je bloque. La notion de base de données n'est pas encore claire pour moi. Et un jour, j'ai le déclic, mais tout d'un coup, je m'en souviens. Et depuis, voilà, je suis vraiment tombé amoureux. C'était vraiment le coup de foudre, au point que vraiment, j'en parlais tous les jours. J'y pensais tous les jours. Et j'ai même fait des rêves de comment est-ce que je vais organiser ça. Et c'est réel. Oui, tu en as parlé à ton psy d'ailleurs. Ouais, non, mais c'est voilà, j'ai commencé à remplir toute ma vie à l'intérieur. Et de là, voilà, je suis allé de plus en plus loin. Et voilà, je pense que j'ai vraiment réussi à convertir beaucoup de gens de tous mes entourages, d'abord mon travail, mais aussi ma famille, proches, mes amis. C'est simple, je parle à Notion. Quelle que soit la personne à qui j'ai parlé dans ma vie, je lui ai parlé à un moment de Notion, j'en suis à peu près sûr. Et c'est pareil, c'est ce truc de vouloir rendre ce que Notion m'a apporté. Je me suis dit, j'ai envie de m'engager et de continuer de faire grandir Notion. Donc, en plus de faire des ateliers gratuits de découverte à Notion, qui aussi ont un intérêt pour mon business, moi j'y crois, voilà, de faire des ateliers d'initiation à Notion, j'ai décidé d'être ambassadeur Notion. Il y a différents styles d'implication. L'idée, c'est en tous les cas, la contrepartie du titre ambassadeur Notion, c'est de dire je donne au moins 3 heures de mon temps tous les mois à Notion. Voilà, donc ce temps, je le donne en live sur Twitch, en post sur LinkedIn, en vidéo sur YouTube. Voilà, c'est principalement ça le but. Je commence à entendre, il y a quelqu'un dans le chat qui sera bien d'accord avec ça, qu'il y a d'autres outils qui sont aussi super bien, comme, je pense, Coda, sur lequel je ne suis pas du tout encore allé. Et Airtable est aussi une super alternative. Je ne sais pas pourquoi Notion gagne autant en place de marché, mais l'aspect visuel, l'aspect marketing, je crois qu'il y a de ça, fait que c'est vraiment génial. Et toi, tu t'es formé comment alors? Est-ce que tu veux nous dire un peu? Bien sûr, autant pour moi. En entrant du coup dans Notion, et sans doute en suivant sur les réseaux sociaux Shubham, le grand Internet a compris que je commençais à aimer le no-code. Et alors, j'ai reçu sur mes pubs Instagram des pubs de contournement, le fameux organisme de formation, pour me former au no-code. Donc, c'est pareil. Au début, je me dis non, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas besoin de me former, je me forme tout seul. La grande fierté nulle. Et finalement, j'ai vu qu'il y avait des offres intéressantes pour les étudiants. Et à cette époque, j'étais encore étudiant.
Et donc, j'ai payé vraiment peu cher 2 mois de formation, parce que ça marchait par mois, en fait. On payait un mois et on avait accès à tout le contenu. Et voilà, et c'est comme ça que je me suis formé à Airtable, à Make, à Notion aussi, mais aussi à Adalo, à Glide, grâce à Stanislas. Voilà, j'ai croisé les têtes. Et je pense que c'est aussi comme ça que je suis rentré en contact avec le Slack No Code France. Et c'est pareil, c'est aussi une pure love story, quoi. Voilà. Les gens dans le chat se reconnaîtront, c'est cool. Oui, tout à fait, tout à fait. On commence à être un peu plus nombreux. Alors, donc, c'est vrai que toi, ta spécialité, c'est notamment tout ce qui concerne l'utilisation des outils no-code pour gagner en productivité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui intéresse les projets à impact, qui sont souvent conduits par des personnes à titre bénévole, avec d'autres activités en même temps, avec peu de moyens. Donc, faire les choses efficacement quand on est sur un projet à impact, c'est vraiment très important. Et tu dis que tu fais de la pédagogie no-code au service de l'écologie et de la santé mentale. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots là-dessus? C'est vraiment mes combats, c'est ce que je rêve de faire. Je ne dis pas que c'est ce que je fais au quotidien, mais c'est la direction dans laquelle j'ai envie d'aller. Disons que moi, mes grands combats, je pense aujourd'hui, le premier, c'est l'écologie. Ensuite, c'est la santé mentale. Et après, il y a plein d'autres sujets. Mais voilà, les 2 sujets sur lesquels j'ai envie de m'engager sont ceux-là. Et effectivement, le no-code, j'ai envie d'en faire dans cette direction pour aider pour planter toujours plus d'arbres, pour réduire nos impacts à carbone, pour changer le monde, pour faire en sorte que les États ne polluent pas autant. Bon. Donc, c'est en aidant des petites associations, des associations ou des entreprises à agir dans ce but-là, à créer le déclic chez les gens que j'ai envie d'en faire. Donc, ça, c'est une chose. Et puis, faire de la pédagogie, expliquer autant aux porteurs de projets qu'aux gens qui ont envie de faire du no-code, qui ont envie de s'y mettre, que c'est accessible, qu'on prend du pouvoir, en fait, en sachant faire les choses. On se débloque de beaucoup de choses. Je lis le chat en même temps, et voilà, c'est un peu ça. La routine, je sais pas. L'objectif, par contre, oui, ça c'est sûr. Alors, du coup, ça nous fait une transition parfaite parce que justement, aujourd'hui, tu vas pouvoir nous parler d'un projet à impact positif avec lequel tu travailles, qui est la cité de la RSE et de l'impact. Alors, malheureusement, le porteur de projet, Rémi de Merseman, ne pouvait pas être avec nous pour en parler, mais donc je rappelle que c'est lui le porteur de projet. Tu travailles aussi sur ce projet-là avec Juliette Gratadex, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui non plus, mais qu'on salue et qui travaille donc avec toi. Et cette cité de la RSE et de l'impact, c'est vraiment un beau projet comme on les aime à No Code for Good, puisque justement, il s'agit d'outiller des entreprises et notamment des petites entreprises et des PME pour les aider à sortir de la course au profit. Donc, beau projet s'il en est. Leur credo, c'est un peu de de changer l'économie pour changer le monde. Donc, Pierre, on est nombreux à y croire. Et l'idée, c'est vraiment de leur apporter des outils pour que ces entreprises, elles puissent, par leur activité, avoir un impact positif. Donc là, un très beau projet. Et donc, Emmanuel, peut-être avant qu'on rentre dedans et que tu nous dises concrètement en quoi tu aides la cité de la RSE et de l'impact, peut-être commencer par nous dire comment s'est passée votre rencontre avec Rémi, donc évidemment via No Code for Good. Mais comment ça s'est passé? Qui a contacté qui? Sur quelle mission? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais. Alors, petite exclue, j'ai eu Rémi juste avant de prendre le live. Je peux lui envoyer un message. Il pourrait se connecter si jamais ça peut être le moment. J'ai préparé les mails, les trucs, j'ai juste à envoyer si vous voulez. Ah vas-y, absolument. On lui envoie le lien, aucun problème. J'envoie le SMS, j'envoie le mail. Super. Donc, voilà. Normalement, il a à peu près tout ce qu'il faut. Donc, il m'a dit qu'il resterait près de son tel. Génial, il est jamais trop tard et c'est vrai que s'il nous parle du projet en personne, ça sera encore mieux. On croise les doigts. Bon, je peux déjà commencer à raconter comment on a été mis en contact. En fait, de temps en temps, quand j'ai parfois j'ai des réalisations et je me dis, il faut vraiment que je m'engage là, il faut que je fasse la différence. Donc, ça vient par vague et sur ce moment, je vais sur No Code for Good et je scrolle en regardant un peu les
les projets à aider. Et donc, j'avais envoyé, je pense, en février, un message en disant votre projet m'intéresse, est-ce que vous êtes encore à la recherche de no codeurs? Et j'avais pas eu de réponse, j'avais envoyé d'autres messages à d'autres. Et je pense que c'était en mai, fin mai, que je reçois un email, je pense, de Rémi. Est-ce qu'il m'a répondu? Non, pas de réponse, mais peut-être qu'il est, il est en route. Voilà, je reçois une réponse de Rémi qui me dit écoute, on est toujours à la recherche de quelqu'un. Est-ce que tu veux te joindre au projet? On a besoin de faire ça, on a besoin de faire avancer ça. Voilà, et j'ai trouvé Rémi, de ce que je comprends, Rémi est quelqu'un de très occupé, voilà, qui fait beaucoup de choses. La preuve en est qu'il n'était pas censé venir, mais il a quand même pris le temps de bien m'expliquer les choses. Il a une humanité qui m'a touché, forcément. Et puis, voilà, je trouvais que c'était un excellent projet pour m'accomplir, pour répondre à parfois ce besoin d'engagement, ce truc de « oh là là, le monde va mal, il faut que je fasse quelque chose ». Et là, c'était vraiment quelque chose. L'idée, du coup, de base, était de créer des outils entre un Airtable, entre un software, entre des automatisations, pour simplifier la vie des gestionnaires de la Cité de la RSE, qui est une association à but non lucratif. Il y a peu de salariés, il y a peu de fonds à l'époque. Et ce qu'ils faisaient auparavant était d'animer des fresques de la RSE. Et ils voulaient garder des traces, des contacts, voilà, améliorer la gestion et simplifier la gestion de ces événements qu'ils organisaient. Notamment, ils font la fresque et ensuite, chacun remplit des informations au fur et à mesure de la fresque, c'est-à-dire chaque participant pose des jetons sur des cartes, etc. Et ils voulaient avoir des statistiques par rapport à cet atelier. Quelles sont les statistiques par rapport à l'intégralité des statistiques de toutes les autres fresques? Donc voilà, il y avait des sujets comme ça. C'était principalement ça au début, l'objectif de notre rencontre et de l'aide que je pouvais leur apporter. D'accord, donc ça c'est vraiment bon à savoir parce que du coup c'est vrai que là il y a pas mal de choses dans ce dont tu nous as parlé et c'est un point important qu'on aime souligner pour les no-codeuses et les no-codeurs qui nous rejoignent et aussi les porteuses et les porteurs de projets. Donc ce qui est vraiment important quand on trouve un projet qui nous intéresse, c'est on va pouvoir accueillir Rémi, donc ça c'est vraiment super, bravo Emmanuel. Donc c'est vraiment de pouvoir faire ce travail de cadrage pour se mettre d'accord. Donc là, en l'occurrence, il y avait une demande avec pas mal de choses. Du coup, on va accueillir Rémi. Quentin, si tu peux faire monter Rémi sur scène, ça va être impeccable parce qu'on va pouvoir en parler ensemble. Bonjour Rémi et merci beaucoup de nous avoir rejoints in extremis pour parler de la cité de la RSE et de l'impact. Bienvenue. Bonjour, merci. Donc, on était justement en train d'évoquer comment toi et Emmanuel vous étiez rencontrés via No Code for Good, via notre plateforme, dont l'objectif est rempli exactement avec ce type de mise en relation. Et Emmanuel nous expliquait qu'il y avait une demande assez importante de ton côté. Donc, ça nous intéressait de savoir notamment comment vous vous y étiez pris pour cadrer la mission au départ. Est-ce que vous avez décidé de délimiter une mission un peu plus petite et ensuite c'est parti sur autre chose? Est-ce que Emmanuel collabore à titre bénévole, à tarif solidaire? Est-ce que vous avez commencé par une mission comme ça et ensuite vous êtes parti sur une collaboration un peu plus long terme et donc là avec d'autres tarifs? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment cette collaboration s'est mise en place? Je peux peut-être en 2 mots déjà expliquer la Cité de la RSE. Moi, je suis depuis 10 ans président bénévole de la Cité de la RSE, qui est organisée, qui est coordonnée par une fondation qui a pour vocation, le titre, c'est Changer le monde en changeant l'économie. Ça fait 10 ans que nous avons des activités diverses et variées qui commencent à s'amplifier. Et effectivement, le besoin d'outils a commencé à se faire sentir de plus en plus fort. C'est moi qui ai mis des annonces sur No Code for Good en disant voilà, là, on est en galère, on va pas y arriver, puis on n'a pas les moyens de se payer des développeurs. On a eu différents contacts avec différents volontaires et qui nous ont super aidés pour commencer à faire un petit bout de quelque chose dans un coin, puis un autre petit bout dans un autre. Et puis Emmanuel s'est présenté en répondant à l'annonce et puis a commencé à discuter avec les uns les autres. Moi, je lui ai expliqué
l'ensemble de ce qu'on faisait et ce qui était en train de grandir et pourquoi c'était pour nous de plus en plus compliqué malgré les volontaires qui venaient nous accompagner. Puis après, je peux laisser parler Emmanuel, puisque c'est lui qui a commencé à mettre le nez dedans et à nous dire, bon Rémi, il faut faire comme ça. Ça, c'est juste. Oui, si je peux prendre le relais rapidement, comment ça s'est fait? Effectivement, Rémi, tu m'as expliqué quelles étaient les parties prenantes, qui agissaient sur quoi, notamment qui étaient les no-codeurs en charge sur le projet, dont principalement Juliette Gratadet. Voilà, et en fait, c'est elle qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier, qui avait fait du super bon travail de mind mapping et de expliquer les process. C'est quelque chose sur lequel je suis mauvais, et elle est très forte là-dessus. Donc, elle m'a expliqué, elle m'a présenté un peu le Airtable, comment elle l'avait construit ou repris en main. Je ne sais pas exactement comment ça a commencé, mais en tous les cas, comment elle l'avait rebâti en tous les cas. Voilà, et ensemble, on a fait un plan d'attaque de OK, comment est-ce qu'on prend le sujet, qui fait quoi aussi. On s'est bien réparti qui fait quoi. Donc, Juliette Gratadet, qui connaissait bien le Airtable, il faut un temps pour comprendre comment est construit ces outils. Elle l'avait en tête, donc elle est restée sur ça. Et moi, j'allais plus sur des automatisations comme générer des documents pour les animateurs de fresques. Et j'étais aussi en réflexion sur comment gérer les statistiques avec encore un bénévole supplémentaire. D'accord. Il faut savoir qu'on est une trentaine de bénévoles sur la fondation et la cité. Il y a une dizaine de salariés dans les différentes activités, parce qu'on réussit à avoir quand même un volant d'activité rémunérateur. Pour nous, c'est extrêmement important de pouvoir se mettre dans la durée pour pouvoir mener notre mission dans la durée. Mais on a une trentaine de bénévoles et effectivement, parmi ces bénévoles, certains ont des compétences. Donc, tu penses à Jean, là, Emmanuel, qui a des compétences sur les statistiques. Il y a Juliette, il y a eu Audrey. Avant Audrey, il y avait Benjamin qui a fait le premier Airtable. Voilà, une première ébauche il y a un an. Voilà, ça se construit petit à petit. Et c'est effectivement, dans le même temps, depuis un an et demi, 2 ans, notre communauté, elle a commencé vraiment à augmenter. On a plus de 210 consultants maintenant qui sont avec nous ou responsables RSE qui sont avec nous, qui sont embarqués. Et il faut qu'on structure ça de manière la plus efficace possible. Et moi, je suis en capacité très modestement de dire ce qu'on veut faire et de montrer la Lune, mais alors je suis incapable d'expliquer comment la fusée doit y aller. Et je pense que Emmanuel et Juliette se sont trouvés, Juliette pour décrire comment la fusée devait y aller, puis Emmanuel pour commencer à la fabriquer, quoi. Ah, c'est beau. Alors justement, Emmanuel, est-ce que tu peux nous embarquer un peu sur cette fusée? Eh bien, oui, je peux le faire. Je ne sais pas jusqu'à quand, Rémi, tu peux rester ou quoi. Si je comprends bien, là, c'est un peu le moment où je vais faire un peu la démo de la plateforme, etc. Ouais, l'idée, Si c'est vous avez vraiment... besoin de moi, je vous laisse. J'ai un atelier dans une demi-heure que je suis encore en train de préparer un petit peu. Vous me dites, si vous voulez que je reste, je reste. Sinon, je vous passe la main. Là, on va vraiment rentrer dans le dur du no-code, si je puis dire. Donc, franchement, merci beaucoup, Rémi, d'être venu nous faire un coucou et nous parler de la cité, de la RSE et de l'impact. Et force à ce beau projet. Franchement, ça a l'air d'être une très belle équipe, un très beau projet. Et donc, du coup, Emmanuel va nous montrer un peu dans le détail comment le no-code peut faire décoller ce genre de projet, ce qui est vraiment notre boussole à No Code for Good. Alors, je pars en remerciant Emmanuel, évidemment, pour toute l'aide et tous les bénévoles qui nous aident. Étant bénévole moi-même, mais tous les bénévoles qui nous aident. Donc, merci beaucoup pour cette force, effectivement, dont on a besoin. Puis, merci à des plateformes comme No Code for Good pour nous aider à nous mettre en relation les uns avec les autres. Parce que sinon, franchement, on n'y arriverait pas. Ce serait vraiment infaisable. Donc, merci beaucoup. Je vous laisse. Merci. Merci beaucoup, Rémi. Du coup, je vais partager mon écran. Partager l'écran. Très bien. Et est-ce que je montre... Bon, je vais montrer le glide. Je vais montrer vraiment mon espace de développement, mais c'est très visuel quand même. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon écran? Oui. OK. Là, oui, nickel, trop bien. OK. Alors, du coup, là, on est sur Glide. Comme je parlais auparavant de Airtable et de Make et d'autres outils, etc., je préfère préciser que, à la base, la demande était de gérer des fresques, gérer des ateliers de fresques, savoir qui va l'animer, qui sont les participants, qui a payé, etc.
Et il y a eu une demande qui est arrivée finalement il y a assez peu de temps, qui s'est concrétisée il y a, je pense, moins de 2 semaines, qui était, voilà, on veut continuer de faire ce sujet des fresques et ce sujet des formations aux fresqueurs, c'est-à-dire les gens qui animent les fresques de la RSE, on a besoin de les former pour qu'ils puissent les animer. Et il y a aussi un autre sujet, c'est la Cité de la RSE lance un nouveau concept qui est, je crois que je ne me trompe pas trop, le club de la RSE, c'est-à-dire que des entreprises qui souhaitent faire de la RSE devraient en théorie faire venir dans leur entreprise un responsable RSE et ça engendre de forts coûts. Pour répondre à ça, la Cité de la RSE met à disposition beaucoup de ressources, des webinaires, des documents, des outils, demande une participation de 80 € tous les mois à ces entreprises qui souhaitent faire de la RSE et en échange de cet abonnement mensuel de 80 €, ils ont accès à ces différentes ressources. Donc l'idée, c'était en fait de faire cette plateforme qui permet de gérer les différentes activités de la Cité de la RSE. Est-ce que jusqu'ici, c'est clair ? Tout à fait. N'hésitez pas à poser vos questions, on y répond. Super. Donc, à la base, il était question de faire tout ça sur Software. Et avec Juliette, on avait commencé à le faire. Sauf qu'effectivement, on a vu le sujet. Et sur Software, on pensait passer au plan payant pour avoir 1000 utilisateurs. Sauf que ce plan a subitement changé sur l'été. Donc, moi qui connaissais plutôt bien Glide, j'ai regardé comment on pouvait faire matcher tout ça et j'ai trouvé un plan qui est cependant à environ 100 €, 100 $ par mois, 99 $ par mois, mais qui permet de la même manière d'avoir d'avoir des utilisateurs avec les mails qu'ils souhaitent, etc. Donc, c'était une manière de faire venir autant d'utilisateurs que l'on souhaite, pour le faire simple. Donc, en fait, ça, c'est vraiment intéressant parce que, Emmanuel, on en parlait justement au début de l'émission. On disait que nous, à No Code for Good, on est sur Software et donc on a vraiment sué à grosses gouttes quand ils ont augmenté leur prix. Et donc, c'est sûr que ça impacte ce que les projets peuvent faire avec Software. Donc, quelque part, ce que tu es en train de nous dire, c'est que là où on utilisait Software avant, eh bien, maintenant, on peut utiliser Glide en quelque sorte. On peut, alors peut-être que je peux ajouter plus de réserves. Il y a 2 plans et peut-être que je peux vous l'expliquer rapidement. Il y a 2 plans maintenant qui peuvent peut-être vous intéresser avec Glide. Il y a un plan à 50 € par mois qui permet d'avoir autant d'utilisateurs privés, je crois qu'ils appellent ça, que l'on veut. En fait, les utilisateurs privés, je ne comprends pas forcément cette logique, mais c'est des utilisateurs qui vont se connecter avec un mail personnel. Voilà, c'est des personal users. Donc, avec un mail Gmail, j'imagine Microsoft ou Outlook ou des choses comme ça. Donc, ce n'est pas des domaines privés comme, par exemple, @nocodeforgood.fr ou Emmanuel Gutmann ou joyeux nocode.fr. Donc, ça, c'est un plan à 50 € par mois qui fait déjà vraiment bien l'affaire. Cependant, pour notre sujet, on voulait éviter que tout le monde se connecte avec un Gmail, etc. Donc, on est passé au plan supplémentaire qui est à 100 $ par mois, qui lève beaucoup de limites, mais qui est plus cher. Et le truc dommage, c'est que à ce plan-là, je crois que seuls 20 utilisateurs avec n'importe quel email peuvent se connecter. Et au-delà, c'est 3 $ par mois par utilisateur. Ok, donc pas forcément beaucoup plus intéressant que Software pour le coup, à regarder en fonction du besoin qu'on a. Pour ajouter sur ça, donc du coup, comme tu disais, les utilisateurs privés, c'est l'équivalent en fait d'une ligne dans la table user. Et si je me trompe pas, et en plus de ça, quoi qu'il arrive, de toute façon, vu que ta base était sur Airtable, il aurait fallu payer Glide pour pouvoir connecter Glide à Airtable. Ouais, il y a une connexion à avoir selon le plan. En plan maker, en plan à 50 €, on ne peut pas faire le lien avec Airtable. Ouais. Comme on le faisait dans Software. Avec le plan à 100 $, on peut. Mais moi, je ne recommande pas forcément, quand on commence à avoir de plus en plus d'utilisateurs, d'utiliser Airtable comme base de données, comme back-end, parce que, pour l'expliquer simplement, c'est trop lent et parfois, ça risque, si jamais vous avez 3 utilisateurs qui font une action en même temps ou dans les 3 secondes qui se suivent, ça bloque la base pendant 30 secondes à 1 minute. Donc, attention pour ce genre d'utilisation, c'est intéressant de sortir de Airtable. C'est aussi pour ça que je trouvais que Glide était intéressant. Glide peut être utilisé en tant que tel en entier avec les bases de données Glide, l'interface Glide, les automatisations de Glide. Et donc, comme ça, on gagne vraiment en vitesse, ça enlève
les limites de Glide, de Airtable, pardon. Une chose qu'on avait décidé avec Rémi, moi à la base, effectivement, j'étais enclin à lui proposer, pour le faire payer le moins possible, le plan à 50 € par mois. Mais il m'a dit non, je préfère partir sur un plan plus cher et on fera payer à chaque utilisateur leur coût. C'est-à-dire que chaque utilisateur, au moment de se créer leur compte et de payer de toute façon soit un abonnement ou autre, payeront 3 $ en plus. Enfin, ce sera compris dans le prix. Comme ça ne rajoute pas des coûts en plus pour la cité. Je trouvais ça assez malin. Voilà. Je peux un peu maintenant vous montrer ce que j'ai construit, et je préfère le dire, c'est aussi ça la force du no-code. J'ai décidé de le construire avec Glide parce que le besoin était urgent. Il s'agissait de le faire dans les 10-14 jours après la demande. Et je ne voyais pas comment faire ça avec WeWeb ou avec Bubble ou avec des outils que je connais moins. Donc, Glide permet vraiment d'aller super vite, et je précise là ce que j'ai construit, je ne l'ai pas retouché. En 5 jours montre en main, 5 vrais jours ouvrés, j'ai fait cette plateforme. Alors, la première chose, c'est qu'il y a un espace d'onboarding pour des personnes qui entrent tout juste dans l'application. Donc, elles vont remplir, en fait, elles arrivent sur un écran comme ça, et elles vont remplir leur profil en disant « Je suis participant, voici mon nom, mon prénom, ma photo de profil, etc. » Au besoin, on peut rajouter d'autres informations concernant son profil. Voilà. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, on peut commencer à utiliser l'application en tant que telle, c'est-à-dire que cet écran, on ne peut plus y accéder, et on arrive donc sur un espace pour visualiser les événements qui ont lieu organisés par la Cité de la RSE, et on peut s'y rendre et s'inscrire pour, par exemple, l'événement suivant, fresque de la RSE à Lyon, avec toutes les informations nécessaires. Pour s'inscrire, j'ai fait une passerelle assez maligne, je trouve, avec Stripe, c'est-à-dire qu'on est obligé de payer un abonnement sur Stripe, qui est un outil de facturation et de paiement en ligne. Donc, on est obligé de payer sur Stripe pour être inscrit à un événement, et il n'y a pas d'inscription sans paiement. Donc, qui êtes-vous? Alors, bonne question, je vois 2 comptes, mais c'est normal parce que c'est quelque chose à régler. Je précise aussi que la plateforme n'est pas en version finale, elle est encore en construction, mais pour montrer ce qu'on peut construire en 5 jours. Je m'inscris pour cet événement fresque de la RSE à Lyon le 28 août, et je paye un tarif plein. Et en cliquant ici, il y a toute une magie derrière avec des automatisations et des paramètres en folie qui arrivent. Et il y a un lien de paiement très simple sur Stripe qui s'affiche, avec déjà d'ailleurs mon adresse mail remplie. Et je suis en mode test, donc je peux mettre une fausse carte de crédit. Alors là, ça va mouliner un tout petit peu, et ce qui va se passer, c'est que grâce encore à une magie de l'autre côté, ça va me créer une ligne. Ah, je suis désolé, vous ne voyez pas mon écran, je ne sais pas, partagé. Je suis en train de payer quelque chose sur Stripe. Bon, alors je vais vous le remontrer ici. Automatiquement, si on voyait tout mon écran, ça nous renvoie directement vers le profil, et ça vient de m'inscrire pour formation. À mon avis, c'est celle-là. Formation de la fresque de la RSE. Voilà. Et à partir du moment où moi, en tant qu'inscrit, à partir du moment où je suis inscrit, je peux voir les documents qui sont reliés à cet événement. C'était justement l'un des enjeux pour les administrateurs de la Cité de la RSE, de pouvoir organiser des événements et de pouvoir déposer des documents comme des PDF, des outils, des liens pour des webinaires, etc. etc. Voilà. Donc là, tu as des conditions de visibilité, c'est ça? Tu as des conditions de visibilité qui font qu'un événement qu'on peut consulter, on ne voit pas toutes les informations dessus avant d'être inscrit. Absolument, absolument. Typiquement, il y a un instant, j'ai cliqué en haut à droite sur s'inscrire à l'événement. Maintenant que je suis inscrit, je ne peux plus m'inscrire à nouveau. Voilà. Au besoin, je peux voir ce document qui a été déposé par un organisateur. Il s'agit du logo de Good News, mon autre petit bébé. Si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas. Bon. Et dans l'idée que je me suis inscrit, que les jours défilent et qu'on arrive enfin au jour où la fresque a lieu, où cet atelier a lieu, je suis sur cet atelier, je participe depuis 1h30, et à présent, le fresqueur, l'animateur me dit « Bon, maintenant, vous allez déposer vos idées et vos choix, Pardon, je peux revenir un tout petit peu en arrière. L'idée de ces fresques de la RSE, c'est
de poser petit à petit des cartes qui ont des causes à effet et de déposer aussi ses propres jetons pour dire moi je pense que sur cette carte il y a beaucoup d'impact à jouer, sur cette carte il y a beaucoup d'impact à jouer, etc. Et il faut sur cette plateforme réussir à donner la possibilité aux utilisateurs inscrits d'indiquer leur choix. Donc, en allant dans le profil, on peut ajouter ses choix pour formation à la fresque de la RSE. Voilà. Et donc, on a les 48 cartes qui sont sur la table et nous, on a 16 jetons, ou 18 jetons, pardon, 18 jetons. Et donc, on va indiquer que moi, j'ai posé le jeton rouge, par exemple, sur la carte numéro 1, notre entreprise organisation. J'ai posé un jeton bleu sur production. J'ai posé mon jeton vert sur la carte 8, etc., etc. Alors, je vais le faire pas en entier, mais... voilà. Donc là, on est vraiment dans du sur-mesure, quoi. C'est-à-dire que c'est littéralement une application qui a été conçue pour la Cité de la RSE. Donc, oui. C'est un outil qu'ils peuvent utiliser qui leur permet de rendre des ateliers qui sont des ateliers présentiels. En fait, les fresques, je le dis au cas où tout le monde ne sait pas ce que c'est que les fresques, mais c'est des ateliers de sensibilisation en présentiel. Merci Sandrine beaucoup d'être venue. Là, c'est un outil qui est utilisé pour rendre l'atelier en présentiel plus interactif, si je comprends bien. Exactement. L'idée, effectivement, c'est de pouvoir... C'est aussi d'éviter aux fresqueurs de noter les choix de chacun. Quand il y a 10 ou 20 participants, ça fait beaucoup d'actions répétitives. Donc, chaque inscrit a sa responsabilité et a ses actions à faire. Et à la fin, c'est censé générer... Alors, pourquoi est-ce que je n'ai pas le bouton? Peut-être qu'il faut que je remplisse plus. Non, pas maintenant. Normalement, j'ai un bouton tout en bas qui permet de dire je rentre mes informations. Ah. Mais ça, c'est toujours comme ça. Hein. Le bouton, c'est au moment où on en a besoin qu'il disparaît. Absolument. Et là, je ne le vois pas. Alors, on va essayer autrement. Je vais remplir mes infos. Alors, peut-être qu'il n'y a rien à valider et que les réponses sont automatiquement enregistrées. En tous les cas, on peut les regarder dans les statistiques qui sont générées en fonction des réponses des utilisateurs. Normalement, si on a de la chance, ça va le faire. Fresque de la RSE à Lyon, malheureusement non, évidemment. Alors, tu étais sur formation au fresqueur hein, quand tu l'as fait. Formation au fresqueur. Ah, merci. Est-ce que j'ai mal... Quentin, toujours au taquet. Oh, très, très bon, très, très bon. Bon, alors, je vais juste faire l'exemple avec trois réponses. Et on va voir dans les statistiques ce qu'il se passe. Voilà, parfait. On peut voir maintenant pour l'atelier fresque de la RSE les réponses des différents participants. Et donc, en regardant, on voit qu'il y a eu une réponse, je ne sais plus exactement, j'ai plus exactement en tête à quoi correspondent les 50%, 50%, 50%, mais les réponses vont s'accumuler les unes avec les autres selon les réponses des inscrits, et ça va générer des statistiques, et ainsi, sous nos yeux, on peut avoir comment dire, on peut comparer les résultats de telle fresque avec une autre, et voir quelle performance selon chaque fresque, etc. Donc ça, c'est une data qui était nécessitée par le porteur de projet, c'est-à-dire que c'est la Cité de la RSE et de l'impact qui avait besoin de cette data pour voir pour avoir des retours en fait sur comment se passent les ateliers. Ou est-ce que c'est une data qui est destinée aux utilisateurs? Non, là on est sur une interface admin. C'est une bonne question. Ouais. C'est principalement pour le fresqueur qui anime un atelier pour se comparer aux autres ateliers. Et ça permet aussi à Rémi et à son équipe de pouvoir avoir une vue globale de quelles sont les tendances au fur et à mesure de chaque fresque. D'accord. Ok, voilà. Donc là, on est sur un outil métier pour la Cité de la RSE et les personnes qui animent des ateliers en tant que consultants. Voilà, exactement. C'est ça. Alors, la vérité, c'est qu'à la base, c'était comme ça sur le Airtable. Moi, j'étais en contact avec une personne, Jean, qu'on a cité plus tôt, qui est statisticien, qui fait du R, donc un langage de programmation que je ne maîtrise pas du tout, qui permet de faire des statistiques. Et il était chargé en tous les cas, on s'est mis d'accord pour que lui ait une manière de récupérer les données selon une fresque spécifique, c'est-à-dire les 18 réponses de chaque inscrit,
ce que je vous ai montré il y a un instant, et que lui, il les récupère et en fasse des statistiques, et ensuite, ça envoie un PDF ou un PDF au fresqueur par mail. Le fait est que dans ce genre de contexte bénévole et sans doute assez chargé, Jean n'a pas encore fini ce sujet. Donc, en attendant, moi, je fournis cet outil et lui, Jean, aura toujours un moyen d'aller récupérer la donnée selon chaque inscrit. Bon, je montre l'arrière-boutique. Et voilà, il pourra… Tiens, d'ailleurs, où c'est inscription, c'est censé être là, d'ailleurs. 18 jetons, ligne d'inscription, est-ce que c'est pas ça? Bon, je sais pas. Ah oui, j'ai dû les cacher, peu importe. Voilà, en tous les cas, Jean pourra aller récupérer les réponses de chaque personne. Voilà. Pour aller générer ses statistiques sur son langage de programmation sur R. Voilà. Donc, ça, c'est un des gros blocs qui était à fournir sur la plateforme. Autre chose que je peux montrer qui était important, c'est de donner la possibilité pour les administrateurs de ne pas avoir à aller dans la base de données et à faire leur manipulation à la main. C'est que depuis cette plateforme, eux aussi ont la possibilité de tout changer, de gérer les événements, gérer les paiements, gérer les inscrits, gérer les cartes, gérer les jetons, gérer tout. Donc, on va voir à présent l'application comme si j'ai été connecté en tant que Rémi qu'on a eu tout à l'heure et qui est l'admin ultime. Lui, il a la possibilité de faire beaucoup plus de choses, à commencer par créer justement un événement. Voilà, par exemple, formation au fresqueur à Toulouse. Quelle date? Ça peut être par exemple demain. Le type d'événement, c'est formation au fresqueur. Hop. Quel est le fresqueur? C'est Rémi. Combien y a-t-il de places? Il y en a 10. Et quel est le lieu? Eh bien, c'est à Toulouse. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va apparaître? Voilà, cité de la RSE à Toulouse. Et là, tout de suite, il y a un nouvel événement qui apparaît et n'importe quel inscrit, en principe, peut venir s'inscrire pour cet événement. Et autre chose encore, c'est que, ça, du coup, c'était important, en tant qu'admin, je voulais qu'il ait la possibilité de tout gérer, voilà, de modifier n'importe quelle information, supprimer n'importe quelle information depuis la plateforme. Donc, il a la possibilité de voir les utilisateurs. Voilà. Et, donc là, c'est son dashboard qu'on vient de voir. Exact. Sans doute, c'est ça, ouais, dashboard, c'est-à-dire espace de gestion comment dire, de toutes les données qui existent. Ouais. C'est son tableau de bord qui lui permet de rentrer dans toutes les différentes données. Exactement, précisément. En fait, c'est une autre manière de rentrer dans ces données, et ces données, et ces données, et ces données, etc. Voilà. Donc, il peut gérer les lieux dans lesquels prennent place des ateliers, comme des fresques ou des formations. Les villes, pareil. Qu'est-ce que je peux montrer? Voilà, les inscriptions, voir qui est inscrit, qui a bien payé au bon montant sa formation ou son atelier. Ajouter des tarifs aux besoins, parce que pour l'instant, il n'y a que 3 tarifs, mais au fur et à mesure, ils vont en ajouter, etc. etc. Voilà, je pense que c'est principalement ça, les choses que j'ai construites, que je voulais vous montrer. Ok, ça veut dire que tu as rajouté des groupes users. Enfin, chaque user a un type de groupe user. Dedans, tu as quoi? Tu as tes admins, tes inscrits, tes fresqueurs qui sont tout là-dedans. C'est ça. Alors, quand on va dans les utilisateurs, en tant que Rémi ou en tant que super méga admin, on peut modifier les informations d'un utilisateur et effectivement, il y a différents rôles. Pour l'instant, ce qui existe, c'est soit admin, soit fresqueur. Du coup, c'est quelqu'un qui va animer une fresque de la RSE, qui a été formé, qui a une licence, etc. Ensuite, je vous parlais justement de ce sujet des membres du club de la RSE. Et ensuite, participant, je ne sais pas si c'est exactement le bon terme, mais voilà. Et au moment où on se crée un compte, on est uniquement participant. Et ensuite, selon les actions, on va devenir fresqueur ou autre. Okay. Et donc, le participant, c'est la personne lambda, entre guillemets, enfin la personne comme moi, par exemple, qui va avoir envie de participer à une fresque et donc qui va aller sur le site. Donc, je rappelle, ce n'est pas encore mis en ligne, donc il pourra aller sur le site ou alors c'est mis en ligne si je te vois… Ouais, si, c'est ça. C'est pour l'instant en ligne. Cité de la RSE.glide.page.
D'accord. C'est aussi une facilité, c'est qu'on met en ligne en 5 secondes montre en main, quoi. Et donc là, cette personne-là, elle peut aller sur le site et elle peut d'ores et déjà réserver une fresque. Absolument. Et elle devra payer via Stripe. Donc, ça, c'est pas encore tout bon. Stripe ne récolte pas encore, enfin, dans ma version, Stripe ne récolte pas les paiements, c'est une carte pour de faux. Et en plus, il peut en faire son application de téléphone facilement avec Glide. Ah, très juste. Voilà. La force aussi de Glide, c'est que le responsive, c'est-à-dire l'adaptation de l'écran, selon la taille de notre outil, ça s'adapte immédiatement, quoi. Donc, j'avoue, j'ai même pas réfléchi à ça, mais moi, j'ai vraiment construit comme si c'était sur ordinateur qu'on gérait le tout. Mais voilà, on voit que tout est parfaitement adapté. Et pas besoin d'aller sur Internet, sur Google pour chercher l'application. Normalement, avec Glide, tu peux télécharger l'application et l'avoir directement sur ta page d'accueil. Très, très juste, très bon point. Effectivement, pour ceux qui viendraient régulièrement sur la cité de la RSE, il est possible, en allant pour la première fois sur ce lien-là, donc cité de la RSE.glide.page, si on s'y connecte depuis son téléphone, notre téléphone va nous indiquer une notification en disant « Est-ce que vous voulez installer cette page comme une application ?» Et donc, ça va apparaître dans notre écran d'accueil comme toutes les autres applis. Alors, je vois, on a une question de Olivier Hézière. En attendant le paiement par Stripe, est-ce que vous acceptez les paiements par facture? Mais en fait, il y a déjà le paiement par Stripe, non? Le paiement par Stripe existe, il faut juste que je le passe en production. Pour l'instant, c'est en test. Okay. Aujourd'hui, effectivement, c'est le seul moyen de paiement. L'idée, c'est effectivement de simplifier les actions des administrateurs pour pas qu'ils aient à tous les jours ou une fois par mois envoyer plein de factures, si c'est ta question. D'accord. Je précise qu'il y aura aussi un sujet de... Il y a des tas de choses encore à régler. Il y aura un sujet de... Je ne sais pas si le mot c'est rétribution, mais c'est-à-dire chaque participant à une fresque paye un forfait de 80 €. Et il y a des pourcentages qui vont aller à la cité de la RSE, à la fondation, aux fresqueurs. Ça, il faut que je vois avec Stripe comment, peut-être automatiquement ou pas, on fait les virements à chacune. Voilà. C'est la mesure temporaire, absolument. Super. Bah, écoute, merci beaucoup de nous avoir montré tout ça, Emmanuel. C'est vraiment très intéressant. Est-ce que tu peux nous mettre le lien simplement de... Parce que moi, j'ai mis le lien de la cité de la RSE, mais c'est le lien du site. J'ai pas le lien de l'application sur Glide. Et bon, je pense que ça peut intéresser les personnes d'aller voir un peu comment ça marche. Ouais, bien sûr. Alors, je l'ai mis dans le chat privé pour qu'ensuite vous le mettiez dans les commentaires. Moi, j'ai pas les droits, je crois. Ben ça, Quentin va s'en occuper. Il n'y a pas de problème. Super. Et ben, en tout cas, merci beaucoup, Emmanuel, d'être venu et de nous avoir présenté tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter pour conclure, parce qu'on arrive un peu au bout de notre temps? Bien sûr. Vraiment, je vous remercie de nous donner la possibilité de nous engager aussi simplement au sein de projets. J'ai vraiment l'impression de donner bien plus que 10 ou 15 € tous les mois à une association que j'ai envie de soutenir. Donc, ça répond vraiment à un besoin pour moi important de m'engager. Donc, c'est trop cool. Merci à vous. Merci à Alexandre Talon qui est aussi derrière ça. Merci à... j'en oublie... on peut les citer. Je vois Ariel, je crois, qui est dans le chat. Il y a Erwan, il y a Morad, Anne-Ariel, absolument. Voilà, merci à vous. Je précise que souvent sur le No Code France, il y a des débutants qui ont envie de trouver des moyens d'apprendre le no-code via des vrais projets. Et je leur dis, va sur No Code France, No Code for Good. Trouve un projet à accompagner. Moi, c'est pas le premier projet que je fais et ça aide beaucoup. Super, super. Et ben, du coup, j'ai presque envie de conclure là-dessus. Je ne sais pas, Quentin, si toi, tu voudrais rajouter quelque chose. Oui, plus pour côté No Code for Good, on va avoir la campagne d'adhésion qui va se lancer dans pas longtemps, qui est peut-être déjà lancée. Je suis pas sûr. Si tu peux compléter, Angeline,
sur cette partie? Oui, tout à fait. C'est possible en allant sur notre site déjà d'adhérer et puis nos adhérents vont recevoir un email de rappel. On a notre AG aussi bientôt. Donc, effectivement, n'hésitez pas à adhérer à No Code for Good, même à hauteur de 10 € par an. Ça nous aide. Voilà, on parlait des coûts de software. Il y a toujours 2-3 petits trucs à payer, même si on est une équipe de bénévoles. Et donc, chaque euro compte, ça c'est sûr. Merci de le rappeler, Quentin. Et bah, du coup, merci beaucoup Emmanuel et on espère te voir une prochaine fois sur Twitch pour un autre projet peut-être, ou Avec sur la grand plaisir. continuation de la Cité de la RSE. Ouais, franchement, avec plaisir, ou un autre événement physique pour les prochains. J'essaierai de me déplacer à Paris. On peut parler du No Code Summit aussi, par exemple, qui arrive bientôt et on va tous pouvoir s'y retrouver. Personnellement, No Code for Good, il sera présent. Oui, tout à fait. Tout à fait. Eh ben, merci beaucoup, Emmanuel, et merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints. Et on vous dit au mois prochain pour un nouveau live de No Code for Good. À bientôt et bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde.